On est avec Mireille le chasseur, Christopher Saint-Pierre et Marina de Seta et on parle des abeilles. On entend souvent parler de l'importance incroyable des abeilles. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus aujourd'hui avec nos trois invités qui sont des passionnés des abeilles. Je vais commencer avec toi. Comment est-ce que cette passion a commencé? Moi, ça a été un pur hasard. J'ai suivi des cours d'horticulture dans une serre à Montréal qui était comme une serre sur les toits. Puis dans cette formation-là, il y a eu comme plusieurs ateliers de disciplines différentes. Et à un moment donné, il y a un apiculteur qui est venu pour nous montrer l'intérieur de ruches. Puis ben, on a mis notre doigt dans les rayons pour manger du miel. On s'est mis comme le saut pour la première fois et tout ça. Puis ben, tout sentait bon dans ce métier-là. Tu sais, tout sent bon, là. Il y a du feu, il y a, il y a comme de la fumée, mais comme toujours, qui sent bon. Il y a le miel, il y a la cire. Puis là, j'étais comme, OK, j'adore ça, je veux... Ça fait-tu longtemps? Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Puis depuis ce temps-là, ta vie est vouée aux abeilles. Une partie de ma vie, oui. Ouais. Quand même, oui. Puis de ton côté? Mon oncle avait des ruches. Puis là, j'ai connu la piqûre de ça. Que j'ai acheté ma première ruche en 2022. Puis ton oncle avait des ruches dans quel coin? Saint-Alexandre de Kamouraska. Il y en avait beaucoup. Non, c'est juste une petite production, on avait une dizaine de ruches. Puis toi, maintenant? J'ai une vingtaine. Oh, le double. Ouais. Puis de ton côté, Mireille? Moi, de mon côté, ça vient d'avant moi. Fait que c'est mon grand-père qui, dans les années 70, a commencé à avoir des abeilles là, puis des ruches pour son plaisir, pour apprendre l'apiculture. Ensuite, mes parents sont venus au chalet, justement, là, pour aller donner un coup de main à mon grand-père avec l'apiculture. Mais ils ont vraiment aimé ça, là, tout le domaine, de l'apiculture, les abeilles, l'extraction. Donc, ils ont créé une compagnie en 88 quand j'étais bien jeune. Puis, moi aussi, là, l'odeur du miel, l'odeur des rayons, mais tout du travail du bois qu'il y a à faire aussi alentour, là, c'est vraiment venu me chercher. À cet âge-là, je me suis fait piquer par une abeille, puis j'ai fait un choc. Oui. Donc, j'ai vraiment réagi très fortement là, aux piqûres. Donc, j'ai jamais pensé que ça allait être mon métier puis que j'allais faire ça de ma vie. Je me suis orientée en horticulture ornementale pour finalement, de fil en aiguille, revenir dans la compagnie en 2005 avec mes parents, travailler avec eux puis élaborer les produits. Même si tu avais failli mourir. Oui. OK. Oui. Ce qui m'amène à un point. Du monde extérieur, les gens qui travaillent, aiment, vivent des abeilles, sont comme dans une genre de religion. C'est spécial. Là. D'où ça vient cette espèce d'amour incroyable là, de tout ce qui se produit avec l'abeille? Là. Mais moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est le lien avec l'animal. Là. Et puis là, tu as dit animal, tu n'as pas dit insecte, même si c'est le cas. C'est parce que tu sens qu'il y a comme une genre d'essence un peu supérieure à un insecte. Là. Il y a comme une... Bien, c'est un organisme. En fait, une ruche, c'est en soi quelque chose d'holistique. Là. Il y a un fonctionnement très global de la ruche. Tout tourne pas autour des individus, ça tourne autour de la collectivité. OK. Déjà, ça, je trouve ça magnifique, Ouais. d'observer comment chacun joue un rôle vraiment important pour le bien-être collectif. De ton côté, Mireille, je sais que tu es passionnée, invétérée des abeilles, du miel et tout ça. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène-là, comme cette relation-là que tu as avec les abeilles? Moi, je trouve que l'abeille, c'est le chaînon, finalement, entre, oui, le côté culinaire, sucre naturel qu'on peut manger, mais aussi dans l'environnement, c'est le lien entre la pollinisation, la survie des espèces, des grandes cultures aussi qui ont besoin de pollinisation. L'abeille est l'insecte le plus efficace pour faire cette pollinisation-là. Puis elles vont aller ramasser le nectar, le pollen pour leur utilité. Mais c'est ça, il y a vraiment un lien là, très fort, moi, que je trouve. Ouais. Pouvez-vous m'expliquer, justement, vous dites que bon, l'abeille est une bête sociale, là, si on veut, là, que c'est pas à propos de l'individu, c'est la ruche. C'est quoi la structure organisationnelle d'une ruche?
Mais dans une ruche, il y a, disons, le focus de l'attention est sur la reine. Là. C'est sur la survie de la reine parce que la reine, elle produit des œufs. Donc, c'est le maintien après de la prochaine génération. Là. C'est souvent comme tout tourne autour de comme garantir que la prochaine génération aura suffisamment de pollen, de nectar, d'alvéoles dans lesquelles aller finalement se développer. Puis les abeilles, après la naissance, jouent une multitude de rôles. Elles vont aller, justement, comme elles peuvent faire de la cire, aller butiner, s'occuper de nourrir les autres abeilles, s'occuper de nourrir la reine elle-même. Donc, elles jouent de rôles, mais chaque rôle pendant leur vie. Donc, ça aussi, je trouve ça magnifique, là, dans le sens où, différemment de nous, mettons, ils peuvent comprendre c'est quoi l'expérience de chacune d'entre elles dans leur collectivité. Puis après, il y a Bourdon, qui est le mâle, dont le rôle, à ma connaissance, c'est pas mal d'aider, mais surtout dans la ventilation. Il y a même un moment où est-ce que tous les bourdons meurent pendant le début de l'hiver parce qu'ils sont pas très utiles. Tu confirmes? Oui, il y a une grande partie là, des bourdons qui vont être sortis de la ruche, puis... Qui vont mourir. Qui vont mourir, oui, justement, parce que leur travail d'été est fait. Puis leur travail aussi, c'est de vraiment manger beaucoup, beaucoup de pollen, d'être très fort protéinés pour pouvoir aller féconder les princesses, les futures reines qui vont être fécondées en vol par plusieurs bourdons dans une dizaine de kilomètres. Là. OK. Donc, quand il y a le signal d'une princesse, là, donc une jeune reine il va en avoir plusieurs là, dans une ruche qui vont sortir pour être fécondées pour refaire des ruches plus loin. Bien, c'est ça, là. Il y a vraiment une odeur particulière qu'elles vont dégager. Il y a un bruit aussi, là, tout, c'est sonore aussi. Puis, c'est ça, jusqu'à 10 km, les bourdons vont l'entendre puis vont essayer d'aller la rejoindre très haut dans le ciel pour la féconder. Donc, c'est les plus forts, c'est les plus habiles, c'est ceux qui vont être capables de la rejoindre. Donc, il y a une sélection qui est faite qui va permettre ensuite, quand la reine va revenir dans la ruche, d'avoir assez emmagasiné de sperme dans sa spermothèque pour pouvoir faire des œufs. Wow, OK. C'est ça, oui. Puis après ça, ils sont discartés. Merci, bonsoir. Bien, après la fécondation, ils meurent. Ben oui, ça Oui, sert à c'est rien. ça, parce que c'est ça. Oui, ça sert plus à rien. Puis, est-ce que vous avez tous et chacun eu l'occasion de voir la naissance d'une reine ou... Oui, moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir... ça a été vraiment fou parce qu'il y avait 2 reines dans la même ruche parce qu'il y avait une nouvelle reine qui venait de naître, ce qui est rare à voir. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, c'est ça, une fois dans les derniers 7 ans. Puis, ce qui m'a fait comprendre, c'est que la nouvelle reine, elle fait un bruit. Elle fait comme en si bémol, là, vraiment répétitivement. Là, elle siffle en si bémol plusieurs fois. Puis, ben, elle venait tout juste de sortir. Mais une naissance d'une nouvelle reine, dépendamment des philosophies qu'on suit là, pour s'occuper de la ruche, peut être autant bonne, bien vue que mal vue. Moi, je viens d'Italie. En Italie, ils laissent s'aimer constamment, comme ils laissent que la nouvelle reine se développe et que la vieille reine quitte sa ruche, parce que c'est ça qui se passe, en fait. Il y a une espèce de comme passage du flambeau de la vieille à la nouvelle. Ici, en tout cas, la philosophie que moi je suis demande de les éliminer, les nouvelles reines. Donc, quand tu vois un alvéole royal qui est très visible et différent des autres alvéoles, il faut le tuer, en fait, pour renforcer ta reine, faire en sorte qu'il y ait plus d'abeilles possible à l'intérieur et que la vieille reine, ou la reine que tu as choisie, en fait, reste le plus longtemps possible active. Qu'est-ce que ça implique comme travail de ton côté? Est-ce que, justement, tu décides d'éliminer la vieille reine ou comment ça marche? Bien, il faut se dire que l'abeille ne vient pas d'Amérique du Nord. Ouais. On l'a importée. OK. Elle est arrivée par bateau, puis elle n'arrive pas à s'acclimater ici. OK. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait des apiculteurs qui s'occupent des abeilles. Avoir un essaim qui s'en va, mais il est voué à mourir avec le froid. OK. Je sais que ça existe des essaims qui vont survivre année après année, mais plus dans le sud du Québec. Ici, on fait de l'apiculture nordique. Donc, le bord du fleuve, le nord du Québec, pour elle, c'est quand même assez un défi. Puis le temps de production est très court aussi en miel. Donc, la survie est très, très limitée. Puis comme on a juin, juillet, août, septembre, quand ça va bien, c'est seulement 4 mois. Donc, on essaie qu'il n'y ait pas de dessin naturellement qui se fait, là. C'est ça, dans ce temps-là. Puis chaque apiculteur, mais chaque région, chaque réalité va avoir sa solution qui va être
bon pour, OK. pour sa situation, pour sa réalité aussi. Là. Fait que si l'abeille était pas en Amérique du Nord, comme les Amérindiens, ils faisaient quoi? Comment les fleurs faisaient pour se polliniser? Je comprends pas comment ça fonctionne. Bien, c'est sûr, c'était déjà un écosystème complet en soi. Donc, les bourdons, les insectes sauvages, ceux qui sont là depuis 10 000 ans, ont encore quand même, parce qu'ils sont présents encore sur le territoire, mais une espèce de lien dans leur écosystème où la pollinisation se fait. Sauf que ces insectes-là vont vivre dans des tas de branches, dans les forêts, dans les fossés et tout ça. Donc, puis ils vont aller à quelques mètres ou quelques centaines de mètres, là, c'est ça, vraiment alentour de leur nid pour pouvoir polliniser. Donc, c'est des petits secteurs pollinisés à la fois, mais comme la forêt était beaucoup plus présente, bien, la quantité d'insectes était présente aussi. Donc là, les abeilles sont arrivées par bateau d'Angleterre jusqu'aux États-Unis, jusque dans le coin de la Virginie, en 1600 quelques. Puis ça a vraiment pris du temps à ce que la colonisation des États-Unis amène les abeilles avec elles sur le territoire. Et ça a été plus vers 1800 que là, elles se sont rapprochées du Québec. OK. Donc, tous nos ancêtres qui sont arrivés sur le territoire n'avaient pas d'abeilles pour la pollinisation, mais en même temps, ils mangeaient du chou, des pommes de terre, le blé, qui était semé pour faire les céréales, pour faire la farine, bien, il n'y avait pas nécessairement besoin de plus de pollinisation que qu'est-ce qu'il y avait comme insectes. Mais plus on arrive dans l'industrialisation, les champs de plus en plus grands, un peu plus de monoculture, l'abeille est arrivée finalement pour aider à cette pollinisation-là. Puis comme on a tasser les champs, les forêts sont beaucoup plus loin, bien là, on a besoin d'abeilles pour polliniser. Les abeilles, on dirait que je suis pour puis je suis contre en même temps. Je sais qu'on a besoin d'eux autres pour le bon fonctionnement de notre écosystème ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, mais aussi, ça gosse. J'essaie de manger ma crème glacée, c'est comme, oust, là. J'essaie de manger ma crème glacée. Arrête! Faut-tu que je sois immobile, genre? Tu veux pas comme donner une grosse claque puis là, elle revient avec un plan de vengeance. T'es comme, tu manges ta crème glacée de même. Ça gosse, Je vais manger ma crème glacée au miel. C'est peut-être pas une bonne idée de prendre une crème glacée au miel, par contre. Je trouve ça juste dommage que c'est comme essentiel, les abeilles, mais ça fait chier. C'est comme, admettons, là, tu sais, les médecins, là. Tu sais, imagine, là, tu sais, dans leur pause, ils font juste comme gosser le monde en ville, tu sais. Ils s'en vont, genre, péter des tires de char, genre, lancer des balles de paintball sur des maisons, courir tout nus dans des terrains de soccer en plein match. Ils sont comme, imagine une société sans médecins. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas les arrêter, tu veux pas les tuer, c'est comme, c'est ça. Je trouve ça le fun que eux autres, ils respectent un peu la limite de comme, ils pourraient vraiment être, genre, des salauds, genre. Parce qu'on peut pas vivre sans système de santé, tu sais. Fait que, on dirait que props, les médecins, allez chier les abeilles, tu sais, c'est un peu ça mon message. Au-delà du climat, donc, c'est quoi les autres défis que ça représente de faire finalement survivre une colonie d'abeilles? Je dirais que les défis sont nombreux. Oui, ça doit. C'est une production agricole. Fait que oui, c'est un insecte, c'est un animal, c'est une entité, une ruche. Donc, il faut qu'on fasse tout pour qu'elle puisse survivre, se reproduire et se pérenniser. Les défis météorologiques. Hein? Là, il n'y a plus tout le mois de mai, donc c'est vraiment difficile pour elle là, de revenir de l'hivernement, finalement, là, si on commence par le printemps. Ensuite, elles vont être dépendantes justement de la météo. S'il y a trop de pluie, trop de vent, trop de neige, trop de neige, il n'y en aura pas l'été, là, on se croise les doigts, mais de la sécheresse aussi. À partir de 2017, je pense qu'on a eu 5 étés de sécheresse, dont un 42 jours sans pluie. C'était vraiment pas évident pour elles, là. Quand il n'y a pas de renouvellement de nectar dans les fleurs, il n'y a pas de nectar, il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de nourriture pour elles, là. Donc, il faut être vraiment super attentif à où on met les ruches pour que ça soit dans le meilleur environnement possible. Donc, c'est ça. Il y a les aléas climatiques. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les maladies. Il y a des acariens, il y a des coléoptères, il y a des virus qui vont venir affaiblir finalement les abeilles. Puis là, ça, il faut faire énormément de dépistage, d'évaluation de traitement,
de communication avec le MAPAC aussi. OK. Là, on a des répondants apicoles pour pouvoir nous aider à avoir les meilleures stratégies. Le centre de recherche aussi qu'il y a au Québec sur les abeilles. Donc là, il y a des traitements à faire dans les bons temps avec les bons... c'est ça, il faut tout suivre ça. Ouais, Est-ce que tu trouves pas que ça. c'est exigeant comme métier ou comme travail? Non, c'est juste qu'il faut vraiment suivre à la lettre, mettons, pour le dépistage varroa, parce que si tu le fais trop tard, il est trop tard. Là. Tu peux OK. perdre ta ruche dans l'automne. Perdre la ruche au complet, là. Ouais. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre une ruche ou... Pour, à cause du varroa, à peu près 1-2 par hiver que je perds. OK, ça fait que c'est fréquent. Ouais, c'est fréquent au Québec. Là. C'est quoi ça, peux-tu m'expliquer, c'est C'est quoi? un petit parasite qui se nourrit un peu de l'abeille, puis il transmet des maladies, puis des virus à l'abeille. OK. Ça l'affaiblit. Puis tantôt, tu parlais de fumée. C'est vrai, ça, que vous mettez de la fumée dans... Pourquoi vous faites ça? Ben, ça les calme un peu, puis ça... Ils peuvent plus communiquer ensemble à cause de la fumée. Là. OK, mais ils stressent pas? Non, souvent, ils vont se gorger de miel comme s'il y avait un feu de forêt aux alentours. Là. OK. Ils sont tous tranquilles pendant ce temps-là. OK. OK, c'est bon. Puis dans le fond, quand ils deviennent tous tranquilles, vous avez plus de facilité à manipuler les ruches. Qu'est-ce que vous faites quand vous manipulez les rayons et tout ça? C'est quoi le projet? Mais mettons, pendant la saison estivale, donc quand il va à peu près aux 7-8 jours par ruche, il faut attendre comme en certaines périodes, mais généralement, c'est ça, c'est vérifier qu'il y ait suffisamment d'œufs, donc de ponte de la part de la reine. C'est sûr que c'est ça, mettre de la fumée, ça implique qu'elles ne vont pas sortir, venir sur toi. C'est sûr que la préoccupation de l'apiculteur, de l'apicultrice, c'est celle d'éviter qu'elles meurent, là, donc manipuler le plus attentivement possible pour ne pas les écrasouiller ou les déranger ou les stresser. Puis ben, quand on rentre dedans, on voit s'il y a du pollen, s'il y a de la récolte de miel, évidemment. Ça a l'air de quoi quand il y a de la récolte, quand il y a du miel? Je veux dire, Ouais. parce qu'on voit, c'est comme un genre de cadre. C'est une boîte en bois. OK. Faut t'imaginer une boîte en bois avec 10 cadres de bois aussi, dans lequel il y a une feuille de cire et qui a des alvéoles des deux côtés. Puis ben, à l'intérieur, ce que tu vois, c'est ou du miel, ou du pollen, ou de la nouvelle ponte qui peut être de femelle ou de mâle. Puis dans les mâles, ben, tu vois que l'alvéole, il est fermé et il est un peu... il ressort davantage, alors que quand c'est une femelle, c'est vraiment plat comme fermeture, comme quand il ferme l'alvéole. Est-ce que vous avez encore comme un sentiment? Parce que là, ça fait longtemps que vous faites ça. Quand vous tirez le cadre puis que vous voyez que c'est... Quand tu vois ton sourire, tu as l'air comme vraiment... C'est comme Noël, là, pour vrai? Mais c'est parce que moi, je pense que c'est quand même drôle de me voir, là, parce que moi, je leur parle. Genre, OK! tu sais, je suis comme, salut les filles, vous êtes belles. Tu sais, comme, j'ai vraiment un amour, là. Je les trouve genre magnifiques, là. Tu sais, c'est magnifique à chaque fois. Je pense pas qu'on peut s'habituer de faire, comme que ça devient une habitude, là. C'est comme, OK. c'est magnifique, là. Ouais, fait que de ton côté aussi, tu traites pas mal quand... Ouais, j'attends le printemps avec impatience pour pouvoir Ah ouais, ouvrir tirer mes un ruches, cadre, ouais. puis là, voir que c'est... Ah ouais! Ouais. Ah ouais, puis de ton Ben, côté aussi? moi, quand je sors les cadres, c'est des miels en rayon là, pour les découper. Donc, il n'y a pas d'abeilles dedans, mais il n'y a pas un cadre pareil. Le miel, chaque alvéole va avoir des goûts de miel différents. Tu sais, fait que c'est vraiment fascinant. Là. Wow. Puis quand tu as les mains dedans puis tu le découpes, Ouais. c'est juste de la gratitude, de la reconnaissance de tout le travail qui a été fait par ces milliers d'abeilles-là. C'est de le magnifier par après, là, c'est de le sortir puis de le montrer aux gens. Ouais, OK. C'est ça, puis de partager finalement cette découverte-là qu'on a faite là, sur les abeilles, puis de le montrer, puis de le manger, puis de l'honorer de cette façon-là. Ouais. Parce que là, dans ton cas, il y a cette volonté aussi de transmission beaucoup. Vous recevez des gens, dans le fond, à l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez demandé fréquemment? Y a-t-il des questions qui reviennent? Oui, mais la question surtout, c'est quoi la différence des goûts de miel? Ah, ben, Pourquoi c'est le miel, il y a des goûts différents? Pourquoi? Ben moi, je les nomme par saison. Parce que les fleurs sont différentes. C'est vraiment le lien, justement, entre l'abeille qui va aller butiner une fleur à une telle saison va donner un goût de miel différent du mois d'après, quand ça va être un autre type de fleur qui va être plus dominant, qui va être dans un pot de miel. Puis, il n'y a pas un pot de miel qui va goûter pareil, il n'y a pas une extraction qui va goûter pareil, il n'y a pas une année qui va être pareille, il n'y a pas un apiculteur qui va avoir un goût de miel qu'on dit « Ah oui, ça, je retrouve exactement le même goût. » Non, OK. c'est jamais pareil.
Il n'y a pas une cuillère de miel pareil. Ou, Ouais. quand ça goûte tout le temps pareil, peut-être qu'on peut se poser des questions. Bien, ça serait un peu plus de monoculture. OK. Puis là, c'est comme si nous, les humains, on mangeait tout le temps des carottes, ben on finirait orange, puis on goûterait juste la carotte. Si l'abeille est dans un champ de, ben, je vais dire du trèfle, là, parce que c'est bénéfique pour elle, mais elle va faire du miel en majorité de trèfle, ça va goûter toujours pareil. Dans nos régions, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, les terres agricoles sont plus de petite dimension. Les cultures sont différentes d'un champ à l'autre. Il y a les fossés qui sont fleuris. Il y a les boisés qui sont fleuris aussi. Là, c'est le printemps. Il va y avoir une variété incroyable là, de fleurs différentes. Donc, ça va donner des goûts vraiment différents puis vraiment typés selon les coins. Ouais. Si il y a quelque chose que, d'un coup de baguette magique, vous pourriez améliorer, vous dites, OK, ça aiderait les abeilles ou ça aiderait mon travail, ou y a-t-il quelque chose que vous pensez, que vous dites à Colin, ça serait le fun que ça soit un peu plus de cette façon-là? Ben, j'enlèverais bien des pesticides dans les Les environs. pesticides, c'est quelque chose à propos des abeilles, hein? Ben oui, c'est clair. Qu'est-ce que ça fait, là, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est utilisé de façon vraiment intense, là, plusieurs fois par saison. Moi, il y a un moment où est-ce que j'avais des ruches qui étaient proches du chemin de fer, puis là, on le passe au moins une fois par année. Puis les pesticides qui font, en tout cas ceux qui sont le plus utilisés, confondent les abeilles au niveau des points des repères. Donc, ça agit vraiment sur leur système nerveux, ce qui veut dire que, vu qu'elles fonctionnent avec beaucoup de repérage vis-à-vis de la ruche, là, ils vont chercher les ressources à l'extérieur, il faut qu'elles sachent comment revenir à la maison, mais elles vont juste plus vraiment savoir comment revenir à la maison. Ils sont désorientés. Ils sont désorientés, ou bien, mais si ça agit vraiment fort, ils vont juste mourir assez rapidement, dépendamment de la quantité de pesticides avec lesquels elles sont venues en contact. Et ça, on perd environ une ruche sur 4 là, à cause de ça. Là. Okay. Donc, s'il faut comme considérer l'impact des pesticides sur le bien-être des abeilles, c'est vraiment important. Là. Mais utopiquement, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que l'abeille soit mise au centre de nos décisions pour à peu près tout. Les développements économiques qu'on veut faire. T'sais, à minute que tu viens toucher à un écosystème ou à un environnement, puis que ça sera pas bénéfique pour l'abeille ou pour ses habitants, bien, on leur doit de continuer à vivre à ces insectes-là qui étaient... c'est ça. C'est ça. Là, dans le fond, c'est que ce que je comprends, c'est que quand on prend des décisions politiques, économiques, ça fait drôle à dire, mais bien évidemment que l'abeille vient absolument pas frôler nos pensées là, dans ce processus-là. Alors que toi, de façon, comme tu l'as dit, utopique, idéalement, il faudrait qu'on y pense beaucoup plus, que ça soit un réflexe, là, littéralement. Que ça soit pris en compte, mais sans nécessairement bloquer le développement économique. Okay. C'est pas ça le but, sauf que... puis on n'entrera pas dans les grands enjeux territoriaux du coin. Et, c'est vraiment pas ça le but. C'est pas d'empêcher le développement, c'est pas d'empêcher l'expansion de quelque chose, mais c'est juste de réfléchir. S'il y a quelque chose qui est enlevé à quelque part, mais pourquoi pas le bonifier ailleurs? Okay. Pourquoi justement pas favoriser la plantation de fleurs ou de cultures florales dans les champs ou en intercalaire pour venir en contre-coup de la perte florale qu'il va avoir eu dans certains lieux. Est-ce que vous avez l'impression que l'apiculture, puis bon, les abeilles, il y a de l'espoir pour ça s'en va à la bonne place, ou vous êtes quand même un peu craintif? Bien, c'est ça. Moi, je veux pas être catastrophiste, là, mais il y a quand même des fois, il faut aussi regarder où est-ce que d'autres parts du monde sont en ce moment pour prévenir des chutes et que la situation s'empire. Il y a déjà des pays où est-ce qu'on pollinise à la main parce qu'il n'y a pas suffisamment de pollinisation. Donc, moi, je ne suis pas du tout optimiste, mais je pense que je fais ce que je fais parce qu'il faut intervenir aussi, là, comme il y a en sens un peu plus large aussi d'une activité qui me passionne, mais il y a aussi c'est ça, quelque chose de l'ordre d'une croyance qu'il faut intervenir rapidement là, pour... Est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir? Bien, si on regarde juste le nombre d'entreprises au Québec apicoles qui ont 200 ruches et plus, on est rendu 50. Okay. Donc, on n'est pas beaucoup à tenir la production apicole et être capable d'en vivre d'une certaine façon décente. Là. Donc ça, moi, je trouve que c'est précieux. C'est un peu comme pas mon cheval de bataille, mais vraiment quelque chose qui me tient à cœur de poursuivre l'apiculture à Rimouski,
dans ma région, dans mon floral, puis de faire partie finalement d'un tout, puis de continuer malgré tout, oui. Est-ce que ça prendrait plus d'apiculteurs? Pas nécessairement, parce que les lieux pour avoir des ruches diminuent. Donc, c'est ce qui... Puis la production de miel baisse aussi. On a énormément de contraintes. Donc, c'est très difficile de se dire, je vais être apiculteur, perdurer en apiculture, puis avoir un espoir à demain. J'en ai un espoir parce que je suis une optimiste de nature. De nature, oui. Oui, c'est ça. J'espère à un meilleur lendemain et je vais tout faire pour pouvoir faire mon pas positif dans cette direction-là. Je comprends. Ouais. Bien, en fait, à vous trois, vous avez définitivement décidé de mettre l'épaule à la roue. Ouais. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour les abeilles et pour les humains. Merci beaucoup d'être venu à l'émission Hôtel Central. C'est très intéressant. Merci. À toi. Merci. Bzz, bzz, bzz. Busy, Andy, tellement busy que tu te sers de l'IA maintenant. Oui, de l'intelligence artificielle, parce que je teste ses limites. Je veux voir à quel point on est en danger. J'ai écrit des chansons. En fait, j'ai pas écrit les chansons. L'IA a écrit des chansons et je les mets en musique. Je lui donne un thème et je me débrouille avec ça. Parce qu'effectivement, des fois, il faut vraiment que je me débrouille avec ce qu'elle me donne. Cette fois-ci, avec le thème des abeilles, je lui ai dit de m'écrire une aventure, l'aventure d'une petite abeille qui se promène dans la... En fait, j'ai aussi dit de me donner des onomatopées appropriées dans la chanson. Et j'en ai fait un genre de blues. Vous allez voir, ça va comme ça va. Fait que, pour partir un petit blues, l'idéal, c'est de faire une petite montée. Et après ça, on a la chanson qui part puis qui va dans dans le ciel d'été, une petite abeille s'est envolée. On est vraiment dans l'originalité présentement. Pollinisant les fleurs de couleur en couleur, elle danse dans l'air sans peur. Oui, parce que bzz, bzz, petite abeille, bzz, bzz, jardin sous le soleil, bzz, bzz, quelle belle journée pour une abeille en quête de thé. Parce que de toute évidence, les abeilles, ça boit du thé. Sur les pétales, elle trouve son miel. Comme Winnie l'ourson, c'est naturel. Elle butine ici, elle butine là. Chaque fleur sur son chemin, la voilà. Bzz, bzz, petite abeille. Bzz, bzz, jardin sous le soleil. Bzz, bzz, quelle belle journée pour une abeille en quête de thé. OK, là, on va mettre un solo. Bzz, 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 bzz. Brrr, pic. Oh, ça fait mal! Bzz, 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 du miel pour mettre dans mon thé, apparemment. Et là, on a un bridge. Avec ses amis, elle forme naissant un ballet aérien, main dans la main. Ça fait vraiment rire. Elles travaillent ensemble avec harmonie pour remplir la ruche de douce magie. Bzz, bzz, petite abeille. Bzz, bzz, jardin sous le soleil. Bzz, bzz, quelle belle journée pour une abeille en quête de, pour une abeille en quête de, pour une abeille en quête de thé. Magnifique, mon Dieu. Avis aux producteurs de publicité, de déjeuner. C'était rempli de soleil. Moi, mon préféré, c'est bzz, bzz, jardin sous le soleil. Ah, écoute. Ça, c'est de la pure magie. Ça coule comme du miel dans mon cœur.